vous n'avez que 10% de chance que ça marche. Ça, c'était les mots de mon chirurgien. À l'époque, nous voulions avoir un enfant et pour des problèmes de plomberie générale, une opération chirurgicale aurait pu faire l'affaire, sauf qu'au bout de plusieurs mois de visites dans différents cabinets, différents experts, ce chirurgien nous regarde droit dans les yeux avec un air sévère de chirurgien et il nous dit qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche. Sauf que ce que ce chirurgien ne savait pas, c'est qu'il avait face à lui quelqu'un de profondément optimiste. Et vous savez, l'optimisme, c'est un mode de fonctionnement cérébral, une sorte de filtre, comme les filtres Instagram, entre le cerveau et le monde extérieur. Quand un optimiste entend qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche, l'optimiste, lui, il entend « ça marche ». Et vous l'avez compris, moi je fais même partie de ces optimistes des plus agaçants. Vous savez, ceux qui nous font chier. Ils sont dans la merde jusqu'au cou, ils vous disent que c'est une opportunité extraordinaire. J'agace mon environnement. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des options, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours quelque chose à recycler. C'est génial. Je suis sûr que si mon chirurgien à l'époque m'avait dit « Monsieur Poulart, il n'y a aucune chance d'y arriver, oubliez, passez à autre chose », j'aurais été capable de lui dire « Docteur, essayons quand même, sur un malentendu, ça pourrait faire un cas d'école ». Vous les connaissez, ces optimistes-là, peut-être que vous l'êtes vous-même. Ah, vous l'avez compris, cet après-midi, je vous parle d'optimisme, mais je ne vais pas vous parler que de moi. J'ai aussi étayé cette conférence de différentes études scientifiques. On va en parler, vous allez voir, c'est plutôt surprenant et même encourageant pour ceux qui ne sont pas optimistes ou pas assez. Alors, les amis, avertissement. Toutes les histoires que vous allez entendre cet après-midi sont vraies. Oui, parce que quand on est optimiste... Non, c'est bon. Merci. Quand on est optimiste, on vit des histoires de fous. Donc, on me dit parfois aussi, Michel, parlons de fous, t'es fou. Parler d'optimisme en France, par les temps qui courent. Tu ne tiens pas au courant des actualités. Enfin, tu as vu les actualités, tu as vu dans l'état dans lequel on se trouve en France. Enfin, Michel, tu es complètement déconnecté. Et moi, je souris toujours en disant, et les amis, c'est justement quand il pleut qu'on sort le parapluie. Parler d'optimisme quand tout va bien, on s'en fout. C'est justement parce que ça va mal qu'il faut parler d'optimisme. Alors, parmi toutes les études scientifiques que j'ai approfondies pour étayer cette conférence, il y en a plusieurs qui sont d'accord sur une donnée. Il paraît que nous avons la vie que nous choisissons. Voilà, ça c'est pas mal pour terminer le salon, hein. Voilà. Ça, c'est différents courants scientifiques qui nous affirment, vous savez, les chercheurs qui essaient de comprendre le bonheur, la chance, l'optimisme. Juste un petit sondage, là, vite fait. Qui pense que nous avons la vie que nous choisissons? À main levée? Ok, top, super. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains d'entre vous, alors je vais mettre personne mal à l'aise, mais certains d'entre vous n'ont pas levé la main. Il y a deux possibilités pour lesquelles vous n'avez pas levé la main. La première, c'est que vous vous dites, le mec... Je ne sais pas qui il est. S'il me demande de venir parler ici sur scène en fin de journée, non merci. Parler en public, c'est pas pour moi. Ou il se peut que ceux qui n'ont pas levé la main pensent que ceci est faux. Moi, je rencontre chaque jour des gens qui me disent « J'ai une vie de merde, c'est pas ma faute, tu connais pas ma vie, ok ?» Enfin, on connaît ces gens qui souffrent parce qu'ils sont convaincus de subir leur vie. Alors, ça, c'est ce que la science nous dit. La science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons. Ah, c'est un petit peu comme dans les entreprises. Ça, c'est le siège à une information, mais le terrain, c'est ça. Sur le terrain, ce qui est certain, c'est que le conducteur du pick-up, lui, il a choisi. Il voit les deux belles blondes surfeuses et il se dit, je vais leur faire une vague de dingue. Alors, en revanche, est-ce que ces deux jeunes femmes ont choisi de vivre ces situations? Rien n'est moins sûr. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Que fait la science? Et puis, ce chien, quand il est sorti ce matin, est-ce qu'il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je me ferais bien une petite rencontre impromptue? Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Mais que fait la science? Et vous, mesdames, il vous arrive de vous lever un matin et de vous dire, tiens, aujourd'hui, je me ferais bien coiffer par un chameau, tiens. Hein? L'avez-vous vraiment choisi? Et puis, il y a certains dos d'âne qui sont plus hauts que d'autres, certains coups de frein plus maladroits que d'autres. Enfin, la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons et je viens vous démontrer par quelques photos que c'est peut-être pas le cas. Pourquoi aurions-nous la vie que nous choisissons? Alors ce soir, je ne vous donnerai qu'un seul chiffre. Un seul. Si vous le retenez, vous aurez tout gagné. Vous avez rentabilisé votre revenu. Vous n'avez pas payé le billet, donc c'est déjà rentable. Alors il se peut qu'après vous avoir révélé à quoi correspond ce chiffre, que vous me détestiez juste après. Pourquoi? Parce qu'après, vous n'aurez plus le droit de dire ou de penser
Pourquoi moi? Vous savez, ces moments où on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Alors, ça nous arrive à tous à un moment donné, quand il y a des galères qui se succèdent, on se dit, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Non, vous n'aurez plus le droit de le dire et de le penser, vous allez comprendre pourquoi. Ce chiffre, il est simple. 87%. Il correspond à une étude menée par le professeur Richard Wiseman de l'Université de Londres. En 1999, ce chercheur a essayé de comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres. C'est vrai quoi, au fond? Pourquoi certaines personnes semblent tout réussir? Pourquoi tout semble briller pour ceux qui entreprennent mieux que d'autres, là où d'autres échouent lamentablement? Pourquoi, visiblement, les étoiles semblent plus favorables pour certains que d'autres? Est-ce qu'il y a un comportement? Est-ce que c'est vraiment une histoire de chance, de hasard, de don divin? Et en 1999, le professeur Wiseman a créé ce qu'il appelle The Luck Lab, le laboratoire de la chance. Et dans ce laboratoire de la chance, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 26 ans que cette étude court et ça fait 26 ans que ce chiffre est inchangé. Donc on peut raisonnablement penser que, scientifiquement parlant, c'est quand même assez valable. En fait, quand les bénévoles viennent, quand les volontaires viennent, hommes, femmes, de toutes catégories socio-professionnelles, optimistes, pessimistes, mariés, célibataires, vieux, jeunes, peu importe, toutes les personnes qui se soumettent à cette enquête, on leur pose une seule question. Madame, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous énumérer les faits marquants qui ont ponctué votre vie? Ne nous racontez pas votre vie, hein, on n'est pas là pour ça. Mais un fait marquant, une naissance, un décès, une amitié, une trahison, un mariage, un divorce, peu importe, un contrat ou un échec, peu importe. Allez-y, on prend des notes pour vous. Et le résultat est plutôt sidérant et intéressant. Ils ont constaté qu'en regroupant toutes les données de toutes ces personnes interrogées depuis maintenant plus de 26 ans à plusieurs centaines de milliers de personnes interviewées, ils se sont rendus compte qu'à hauteur de 87%, écoutez bien les amis, c'est important, à hauteur de 87%, nous vivons tous des événements de vie similaires. Tous. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de dire ou de penser « pourquoi moi ?», ben voilà, vous avez la réponse, c'est tout le monde. C'est cadeau, vous avez la réponse. Et donc, puisque vous avez maintenant la réponse, vous pouvez plutôt utiliser cette énergie à vous poser d'autres questions, des questions plus intéressantes du style « quelles sont les ressources que j'ai en moi qui vont me permettre de rebondir, de recycler, de gérer cette situation ?» Au fond, on a compris que, grâce à ce professeur Wiseman, que ce n'est pas tellement les événements qui font le succès des gens, mais les attitudes que les gens ont face au succès, le regard qu'ils portent face aux difficultés. Au fond, comme nous avons tous affaire aux mêmes événements de vie, ceux qui réussissent plus que la moyenne sont ceux qui ont développé une compétence particulière, c'est apporter un regard positif et différent sur ce qui leur arrive, un focus. Ce focus, qui est un terme photographique, à quel endroit vous allez faire la mise au point, est importante. Alors, je vais vous illustrer ça par une métaphore. La métaphore que vous allez voir dans quelques secondes, vous risquez de ne jamais l'oublier. Je sais, ça peut paraître présomptueux, mais ça fait plus de 10 ans que je fais le sketch que je vais vous faire, et ça fait plus de 10 ans que le public me dit « je ne l'ai jamais oublié ». Donc, c'est cadeau, vous allez voir. En revanche, pour que ça fonctionne, j'ai besoin que vous rentriez dans mon trip. D'accord? Pour que ça fonctionne, j'ai besoin, là, maintenant, que vous alliez chercher l'enfant qui est en vous. Voilà, c'est cadeau. Allez chercher l'enfant qui est en vous, allez-y, autorisez-le à sortir. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est une partie que j'adore de ma conférence, parce que moi, j'ai un privilège, c'est que je vois tous vos visages. Et depuis quelques secondes, vous êtes beaucoup plus beaux que tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, quand on autorise l'enfant intérieur à s'exprimer, on est directement plus beau, on sourit, on est radieux, c'est formidable. Ok, maintenant que vous êtes prêts, pourquoi je vous demande ça? Parce que si vous allez regarder le sketch que vous allez voir dans quelques secondes, vous le regardez avec des yeux d'adulte, vous allez intellectualiser, vous allez passer à côté du message. Okay? Seul un regard d'enfant va comprendre ce que je vais vulgariser dans quelques instants. Ok, très bien. On va faire un petit test là. Depuis quelques secondes, je vous parle avec une main dans la poche. Observation intéressante, le fait de vous dire que je vous parle avec une main dans la poche a probablement suscité en vous une réflexion interne, du style « Ah oui, le gars il a la main dans la poche. » Ou « Ah ouais, il a la main dans la poche, on s'en fout, non ?» Enfin, voilà, vous vous êtes fait un scénario. Si je n'avais rien dit, personne ne l'aurait relevé.
Mais le fait de vous le dire, maintenant vous êtes attentif. Et peut-être que vous posez même la question, il va venir où le mec Mais c'est bien simple. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne, je peux sortir. J'ai, depuis le début de mon intervention, j'ai ceci dans ma poche. On va voir, vous, madame, avec vos cheveux noirs, avec vos lunettes. Que pensez-vous voir de façon très intuitive? Un portefeuille, très bien, merci madame. Vous, jeune homme, là derrière, que pensez-vous voir? Un portefeuille, très bien. Observation intéressante, les amis. Ce que votre cerveau pense voir, jusqu'à preuve du contraire, votre cerveau va considérer ceci comme étant votre vérité. Attention, je ne dis pas la réalité, je dis votre vérité. Écoutez bien, chaque mot est important parce que là maintenant je vais vous parler dans un langage métaphorique. Chaque mot a son importance et vous allez voir comment je vais maintenant alimenter un problème. Donc ceci est juste un problème. Okay, quoi que vous voyez, je vous demande maintenant d'imaginer que ceci est un problème. Vous avez vu, le problème, il n'est pas bien grand, pas bien épais. Face à ce problème, j'ai le choix, je peux le remettre d'où il vient. Voilà. Bon, sauf que si je fais ça, ma démonstration est vite caduque. Regardez maintenant comment je vais nourrir le problème par un dialogue intérieur en mode problème, justement. Je câble mon cerveau en mode problème, en mode négatif, et regardez comment ça se passe. Oh merde, il m'arrive un truc. Oh punaise, oh, ça tombe toujours sur moi. Oh punaise, pas maintenant. Oh, c'est pas le bon moment. Le truc de fou, c'est que si tu étais convaincu que c'était un portefeuille, ton cerveau, il a une petite démangeaison, là. Donc là, tu te dis, mince, non, c'est un problème. Et là, tu te dis, mince, c'est pire que prévu. Et là, on a tous une réaction normale. Face à cette situation, on a une réaction normale. N'allez pas voir de psy ni de thérapeute, c'est cadeau. Hein. Donc vous êtes normaux, donc tout va bien, mais on est pris par le quotidien, on n'a pas le temps. Le problème, bon, il n'est pas bien grave, mais on a tous un réflexe psychologique, c'est de le remettre d'où il vient. Et vous allez continuer vos occupations, vous allez au boulot comme ça, vous allez chercher vos enfants à l'école comme ça, vous allez accueillir vos clients avec ça, vous accueillez des fournisseurs comme ça, vous allez au sport avec ça, et vous avez oublié que le problème est là. L'environnement voit qu'il y a un truc, mais vous l'avez oublié. Lundi matin, vous allez au boulot. Et le lundi matin, vous savez, on a tous une tradition, c'est la salutation du lundi matin. Vous savez, bonjour, ça va? Ça va. Hein, vous savez, on va se mettre juste d'accord. On est d'accord que le ça va, c'est devenu une forme de politesse. C'est un code social. On est d'accord qu'on s'en tape de la réponse. Hein, d'ailleurs, hein, ça va. Moi, d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais salarié, je me suis dit, tiens, je vais faire ma petite expérience scientifique, je vais dire comme une merde. Salut Michel, ça va? Comme une merde. Bonne journée. Salut Michel, ça va? Oh, j'ai un week-end de merde. Bonne chance. On s'en fout de la réponse. Et dans votre environnement, on a toujours quelqu'un de bienveillant. Et vous savez à quoi on reconnaît les personnes bienveillantes? C'est à leur façon de vous dire bonjour, ça va. Ils le pensent. Bonjour Michel, ça va? Ça va. Et là, cette personne bienveillante voit qu'il y a un truc qui ne va pas et il vous pose une première question qu'il vous pose toujours. Vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître vous-même d'ailleurs. Hein. T'es sûr? Et là, tu es déstabilisé, tu t'attends pas à ça. Donc tu résistes encore un peu. Oui, ça va, je vois pas... non, ça va. T'es sûr? Parce que là, je vois qu'il y a un truc qui... Ah! Ben écoute, oui, écoute, j'en sais rien. Ça m'est tombé dessus la semaine dernière et je sais pas. Et là, il vous pose une deuxième question. Vous l'avez, ça va toujours de pair, hein, les bienveillants. Après le ça va, la deuxième question c'est tu veux qu'on en parle? Et là tu te dis, il ne faut pas être ingénieur pour comprendre que si on se met à deux sur un problème, on va peut-être trouver 2 fois plus vite la solution. Et donc là tu sors le problème et ensemble tu commences à déballer le problème et à l'analyser sous toutes ses coutures. Là on déballe le problème, hein. Je ne peux pas faire plus visuel, on est en train de le déballer. Je suis en train de l'analyser sous toutes ses coutures. Ah oui quand même, hein. Et là tu dis, ah oui, oh merde. Ah punaise, je ne m'attendais pas à ça. Et là tu dis, ah ouais. On arrive à un moment où on arrive même à se cacher derrière le problème. Vous connaissez l'expression, se cacher derrière le problème? Voilà, je ne peux pas faire mieux. Hein. Alors vous commencez à paniquer parce que vous dites, oh punaise, ça va pas tellement, ça va être dur. La personne est à côté de vous. Et ce qui est intéressant, c'est que comme elle est à côté de vous, sa perspective sur le problème est différente. Lui, ce qu'elle voit, ce que la personne voit, c'est ça. Et là, elle essaye de vous dire, non Michel, ça va, le problème, c'est pas... Non, mais enfin, tu te rends pas compte, ça se voit que c'est pas ton problème. Non, mais Michel, ça va, n'exagère pas. Non, mais tu connais pas ma vie, ok? Oh, je vais en chier. Là, vous avez une petite goutte de sueur qui dégouline sur la tempe. Et cette personne bienveillante essaye de rattraper le coup en disant, tu sais Michel, je suis passé par là il y a 15 ans. Ah, alors? Tu vas en chier. À ce moment-là, son téléphone sonne
il se barre et il vous laisse avec ça. Bon, à ce stade, on a tous un réflexe normal, humain. N'allez pas voir de psy ni de thérapeute, tout va bien, mais on n'a pas le temps, on est pris par le quotidien, on verra ça une autre fois, et on le remet d'où il vient, et on va bosser, comme ça on accueille nos clients, comme ça on va chercher nos enfants à l'école, comme ça on va au sport avec ça, et toi tu l'oublies. Sauf qu'à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu es en train de conditionner ton cerveau en mode négatif. Comme une tête chercheuse, ton cerveau va chercher tous les emmerdes autour de toi. On appelait ça la loi de Murphy. Vous avez entendu parler de la loi de Murphy, vous savez, cette loi qui dit que tous les problèmes arrivent en escadron, c'est jamais 203, le four à micro-ondes tombe en panne, ta voiture ne démarre plus et ton fils a mordu la queue du chien. Des trucs que tu dis, mais c'est pas possible. Et comment ça se présente? Ça se présente comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu conditionnes ton cerveau à aller chercher tout ce qui va mal. Alors en temps normal, quand tu vas bien, tout va bien, mais là tu te dis, oh là là, c'est une journée de merde. Là, ça démarre mal. Mon fils m'emmerde, le four à micro-ondes ne marche plus. Là, les impôts, ça va augmenter. On n'a plus de gouvernement. Enfin, tu te souviens de la taille qu'il avait au départ? Alors, le truc intéressant, c'est que c'est le même problème que tout à l'heure. C'est le même problème. Mais par un dialogue intérieur et le fait de me concentrer sur tout ce qui est négatif, j'ai enflé le problème. Voilà, voilà. Je ne peux pas faire plus clair. Hein. Enfler le problème, visuellement parlant, on ne peut pas faire mieux. Alors, on a l'habitude de faire toujours ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, à ce stade, vous pouvez commencer à envisager d'aller voir un thérapeute. Parce qu'on va faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, c'est de remettre d'où il vient. Voilà. Et là, tu vas au boulot comme ça. Tu vas voir tes clients comme ça, tu vas chercher tes enfants à l'école, comme ça tu vas même au sport avec ça, et tu t'étonnes qu'avec tes relations, c'est de plus en plus compliqué. Ma femme me quitte. Bon, une femme de perdue. Bon, c'est pas grave, je rebondis, je vais sur un site de rencontre et depuis quelques semaines, je parle avec une charmante demoiselle et ce soir, c'est la rencontre. Bon, bonjour ma chérie, ça va? Ça te dit de faire un bout de chemin avec moi? Je suis content de te voir ce soir, dis donc. Oh, ça fait du bien. Ça te dit, hein? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je te fais rire, ça me fait vraiment plaisir. Ça te dit de faire un bout de chemin avec moi? Je pense pas. Ouh, ça sent l'expérience. Ouh, ça sent le vécu, ça. Hein? Alors, mesdames, attention, hein, juste ça, c'est une petite parenthèse gratuite. Hein, ne dites pas oui, ok? Hein, quand les hommes arrivent comme ça marche dans les deux côtés aussi. Hein. L'amour ne résout pas les problèmes des autres. Ça, c'est juste gratos, ça n'a rien à voir avec la conf. Mais t'es sûr que tu veux pas? Hein? Bon. Tu sais pas ce que tu rates. Et donc, à ce stade, je rentre dans une spirale infernale qui est purement cérébrale et mécanique. C'est quasiment mécanique, c'est qu'à un moment donné, je suis convaincu que ma vie va mal. Et alors, à ce stade de ma représentation, vous pouvez dire, ok, c'est bon, Michel, on a compris. Accouche, on a compris où tu vas en venir. Non, attendez, laissez-moi aller au bout du plaisir. Parce que si on s'arrêtait tout cela, ce serait bien. Mais parfois, on ne s'arrête pas là. Non, si, regardez, on peut aller encore beaucoup plus loin. Vous connaissez ces gens qui sont au fond du puits, au fond d'un trou, et le peu de ressources et d'énergie qu'il leur reste, ils pourraient l'utiliser pour creuser des petites marches, pour monter. Non, les ressources et l'énergie qu'il leur reste, ils creusent pour aller plus loin. Ça se représente comment? Tout simplement, c'est qu'à un moment donné, mon cerveau ne voit plus que ce qu'il y a de mal autour de moi. C'est qu'à un moment donné, je remets tout en question. Ah, boulot de merde, pays de merde, gouvernement de merde. Ah, je suis une merde. Voilà. En psychologie, on appelait ça le burn-out, la dépression nerveuse. En entreprise, on appelait ça l'immobilisme. Je commence en plus à avoir peur, oui, parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal, et donc je ne bouge plus. Vous connaissez l'expression j'étouffe? Voilà. Avertissement, les amis, ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire à la maison. Alors autour de moi, ceux qui m'aiment ou les personnes qui me côtoient me disent « Mais Michel, fais quelque chose, bouge-toi les fesses, fais-nous un petit 360 ». Un petit 360. Ok. Petit 360. Allez, hop. Là. Et les jours passent et se ressemblent lamentablement. Au fond, je peux sortir de cette situation qu'à partir du moment où je réalise et je prends conscience que le problème existait. Oui, le problème était là, effectivement. Mais tout le dialogue que j'ai créé autour de ce problème a créé cette situation. Le problème, c'est peut-être mon dialogue intérieur. Et je dois créer une nouvelle ouverture si je ne veux pas suffoquer. Une ouverture. Ah, ça, c'est une bonne idée. Une ouverture. Allez, vite, je vais changer ma façon de penser. J'aurais pas dû prendre un sac industriel. Ben voilà. Ah, ben ça va mieux, tiens.
Ah, et là maintenant il y a de l'air qui rentre. Bon, ah ben c'est bon, on peut y aller les enfants. C'est bon, on y va. Bon, j'y vois pas bien, hein, mais voilà, ça c'est la phase de notre vie où on avance à tâtons. Hein, vous connaissez, j'avance à tâtons. Voilà, j'ai un peu moins peur, mais j'avance pas, c'est pas terrible. Alors les amis, pour continuer, il va falloir que je câble mon cerveau maintenant en mode positif. C'est-à-dire que je vais devoir faire l'effort intellectuel d'aller chercher ce qui va bien autour de moi, ce qui est bien chez moi, de me dire que chaque petit succès, je peux les célébrer, et de me dire que ce que j'étais et ce que j'ai fait de bien dans le passé, je le fais encore bien. Et c'est maintenant me concentrer sur tout ce qui va bien, pour arriver enfin à sortir la tête du sac. Vous connaissez l'expression, sortir la tête du sac? Je ne peux pas faire mieux. Hein. Et vous avez vu, il fait chaud là-dedans. Hein. C'est vraiment, je me donne pour ce sketch. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand je sors la tête du sac, je peux faire le change. Je parle bien, hein, je vous parle, je peux marcher, il n'y a pas de souci. Hein, je respire normalement. Sauf qu'à partir du moment où je veux m'épanouir, me développer, la particularité du sac qui est encore là, je n'ai que la tête, le sac est encore là, et je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas me développer. Et donc je dois continuer cet effort à aller chercher ce qui est positif autour de moi. Peut-être arrêter de regarder BFM Télé en boucle, c'est déjà pas mal. Hein. Par exemple, on s'étonne sur nos réseaux sociaux, on se dit, punaise, je ne vois que des merdes dans ce monde, on vit dans un monde de merde. Oui, c'est normal, c'est parce que comme tu aimes regarder ça, tu ne te rends pas compte que tu nourris un algorithme qui te donne les mêmes infos. Donc si tu nourris l'algorithme par des informations positives, l'algorithme va changer et tu verras, tu te rendras compte qu'au fond, le monde est peut-être moins pourri que tu ne le penses. Et qu'au fond, tout ce que tu as réussi, tout ce que tu sais faire, tu sais encore le faire aujourd'hui. Et chaque petit succès, tu vas les célébrer. Ce matin, je me suis fait une omelette, j'ai pas cassé d'œufs, j'ai pas cassé de coquille dans la poêle. Waouh, génial! C'est cool. Waouh! J'en suis sorti. J'en suis sorti sans même m'en rendre compte. En psychologie, on appelle ça prendre du recul, faire son deuil. Faire un deuil d'une situation difficile, c'est être capable de regarder une situation douloureuse, voire traumatisante, avec une distance, sans revivre les émotions qu'on a vécues à l'époque. Parfois, on te dit « Mais Michel, prends du recul !» Tu peux pas, je suis dedans. On ne peut pas prendre du recul quand on est dedans, prendre du recul que quand on est sorti. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de cette situation? C'est de changer mon dialogue intérieur et d'aller chercher consciemment les possibilités, tout ce qui était possible de faire, les choses positives qui recablent mon cerveau dans un mode qui me permet de ressortir de là. Au fond, un jour, un philosophe a dit « Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. » Jack Sparrow. Bon, hein, chacun ses philosophes, hein, mais je trouve qu'il a raison. Jack Sparrow nous a dit ça. Et pour moi, l'optimisme, c'est un petit peu l'égal à cette image qui nous pousse à prendre des actions audacieuses, à faire des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Ceci est une capture d'écran d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube d'un teckel qui fait un safari, un teckel, je ne sais pas, un teckel en Afrique, ça ne court pas les rues, et d'un rhino. Et dans cette vidéo, le teckel court derrière le rhino. Alors, laissez-moi vous déplacer dans le cerveau du teckel et du rhino parce que c'est une merveilleuse métaphore de ce qui nous arrive dans nos vies à nous. Le teckel n'est jamais allé en Afrique. Il n'a jamais vu de rhino de sa vie. Le rhino n'a jamais vu de teckel de sa vie. Et ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Information intéressante, les enfants, le teckel a faim. Ça a toute son importance. Et comme il a faim, il se dit, là-bas au loin, le teckel ne réalise pas encore tout à fait la taille du rhino. Il se dit, tiens, là, il y a peut-être un truc à bouffer. Il va vers le rhino. Le rhino, voyant le chien approcher avec assurance, est pris d'un doute, se dit, ouh, je vais marcher, on ne sait jamais. Le teckel, voyant le rhino marcher, se dit, ah ah, il m'a repéré, il sait que je vais le bouffer. Et donc, il se met à trotter. Parce qu'il se met à trotter, le rhino était pris d'un doute encore plus grand. Je dis, oula, s'il trotte, c'est que ma vie est peut-être en danger, je vais trotter. Le rhino se met à trotter. Le teckel, voyant le rhino trotter, a dit « Ah ah, je vais galoper !» Et il se met à aboyer à toutes ses forces. Il aboie, il commence à même faire peur au rhino. Il aboie, il se dit « Je vais le bouffer !» Il est même convaincu qu'il va le bouffer. Le rhino, lui, pire encore, il est convaincu qu'il va se faire bouffer parce qu'en plus, ça fait du bruit et ça court de plus en plus vite. Et on voit le teckel courir derrière le rhino et le rhino qui court pour sa vie. Le truc de fou, c'est qu'il est arrivé à faire oublier au rhino sa propre taille. Le teckel avait tellement d'assurance qu'il est arrivé à faire douter le rhino de sa taille et de sa force. Quels sont vos rhinos dans vos vies, vos rhinocéros à vous, auxquels vous pouvez leur faire tellement peur, tellement vous êtes sûr de vous, avec un projet, avec une idée, avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous êtes tout simplement.
Et puis, l'optimisme, c'est aussi quelque chose qui génère la confiance. Alors bon, ça c'est un problème RH, ok? Ils sont pas mauvais les bougres, hein, mais ils sont juste au mauvais poste. Ok? Alors tout ça pour vous dire que l'optimisme, ce n'est pas non plus une baguette magique qui trouve des solutions à tous les problèmes. Les optimistes ont autant d'emmerdes que les autres, voire plus. Parce que comme les optimistes ont plus d'audace que la moyenne, ils ont aussi en proportion, ils échouent plus souvent aussi. Hein, donc ça, il faut le retenir. Attention, hein, si vous êtes optimiste, vous allez échouer plus souvent. Mais en proportion, vous risquez de réussir un peu plus souvent que la moyenne également. Cette confiance, c'est quoi? Alors on a peut-être parmi nous des personnalités contrôlantes. Vous savez, quand on se lance, moi je suis pareil, hein, quand je me lance, c'est pour réussir. Je me lance jamais pour échouer. On est d'accord sur ce point. Quand on se lance, c'est pour réussir. Et puis certaines personnes contrôlantes vont vous faire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, jusque tout l'alphabet. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'à force de faire des plans, il ne se passe rien. Et on attend le bon moment, on attend la bonne rencontre, on attend la bonne personne, et on se rend compte que le cimetière est plein de gens qui attendent le bon moment. Les amis, c'est jamais le bon moment. Vous ne ferez jamais la bonne rencontre. Ce sera jamais parfait que sur papier. Et une fois que vous mettrez en application, il y aura toujours un petit truc qui va foirer. C'est certain, c'est garanti sur facture. Cette confiance qui est générée par l'optimisme, un optimiste lui a besoin de 60 à 70% d'informations qui lui donnent des indices qu'il peut réussir. Qu'est-ce qu'il fait avec les autres 30 à 40%? Il se lance. En fait, un optimiste est dans l'action. Ce n'est pas un optimisme contemplatif, c'est un optimisme d'action. Parce que l'optimiste sait que s'il n'a pas la réponse à ses questions, il les aura dans l'action par une rencontre, par un échec qui lui produira une leçon ou un apprentissage, ou soit il permettra de faire des belles rencontres, ou de rencontrer un collectif, ou de faire un réseautage, peu importe. Mais l'optimiste sait qu'il fera des bonnes rencontres, ou qu'il trouvera des solutions dans l'action et pas seulement dans la réflexion. Alors, l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui se lève le matin et qui dit et qui décide que l'année sera fabuleuse parce que je l'ai décidé. Et si vous vous dites ça tous les jours, le matin, aujourd'hui, ce sera une journée de dingue, vous êtes déjà en train de conditionner votre cerveau pour que ça le devienne. Non, ce sera peut-être une journée de merde, hein, attention. Mais le fait de commencer la journée, vous avez plus de chances que votre cerveau fera plus attention et s'attardera plus sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Alors laissez-moi vous donner 6 astuces qui vous permettent de développer et d'entretenir l'optimisme au quotidien. Il y a un truc que j'aimerais quand même vous dire avant de vous donner ces astuces, pour que vous soyez bien conscients que les astuces que je vais vous donner sont accessibles à chacun d'entre vous sans exception. C'est une promesse. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Il y a une question ancestrale qui nous taraude probablement à chacun d'entre nous, qui est la suivante. Est-ce que nous naissons optimistes ou nous le devenons? Eh bien, ce sont les généticiens qui ont trouvé la réponse à cette question. Depuis une dizaine d'années, donc c'est très récent hein, en termes de science, 10 ans c'est hier en fait, depuis une dizaine d'années, les généticiens ont découvert un génome inconnu qui s'appelle l'hydroxytryptamine. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Moi j'ai mis 3 jours à répéter, hein, l'hydroxytryptamine, communément appelé le génome 5-HTT ou encore le gène du bonheur. Avec ça on a tout dit. Au fond, des généticiens ont découvert que le genre humain, c'est-à-dire tout le monde, d'où que nous soyons, quelle que soit notre culture ou notre provenance géographique, le genre humain est doté de ce gène 5-HTT. C'est-à-dire que tout le genre humain a l'accès à l'optimisme et au bonheur. Au fond, c'est logique. Si nous n'avions pas ce gène en nous, je pense que nous serions une race éteinte comme beaucoup de dinosaures, parce qu'il faut quand même une belle dose d'optimisme pour faire des enfants. Hein. Dans différentes situations, c'est clair. Et au fond, ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est accessible à chacun d'entre nous. Bon, je dois être honnête jusqu'au bout. Il y a aussi une mauvaise nouvelle. Ça c'est la science. Hein. La bonne nouvelle, c'est que nous en sommes tous dotés. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'en sommes pas tous dotés de la même façon. C'est-à-dire qu'il existe un gène 5-HTT long, ça va être facile pour toi, mais il existe aussi une version courte, tu vas en chier un petit peu plus que les autres. Mais court ne veut pas dire impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. On sait aujourd'hui qu'on peut éduquer nos comportements, notre cerveau et nos automatismes vers de nouveaux modes de fonctionnement. Et par cette éducation, l'épigénétique nous a démontré aussi qu'on peut même transformer notre ADN. Ça, c'est un autre discours, mais c'est super passionnant. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que nous avons tous accès à l'optimisme si nous le voulons bien. Alors, première astuce que je vais vous donner est celle-là. Quelle que soit la situation qui vous arrive, une tuile, un défi, peu importe, vous avez le droit de râler.
on est français, hein, on ne va pas se réinventer, hein, donc râlons, ok? On est français, on râle. Bon, il paraît en plus que c'est bon pour la santé, donc râlons. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnalités optimistes ne râlent jamais plus que 3 jours. Moi, par exemple, ça dure 3 jours. Je me mets dans le fond de mon lit, je me mets sur Netflix pendant 3 jours, je me fais 4 séries d'affilée. Bon, et au bout du 4e jour, je me lève et je dis, ok, bon, la situation, je ne peux pas la changer. Quels sont les avantages et les bénéfices de cette situation? Le fait de vous poser cette question, vous stimulez votre cerveau à trouver les réponses à cette question. C'est beaucoup plus intéressant que de vous dire pourquoi moi ou pourquoi ça tombe sur moi. Si je vous demande par exemple de réfléchir aux avantages et bénéfices du confinement que nous avons tous vécu, il y en a qui l'ont bien vécu et d'autres qui l'ont très mal vécu. La même situation, il y en a qui ont changé de vie, il y en a qui se sont même souvenus qu'ils avaient des familles. Mais les avantages et bénéfices du confinement, c'est par exemple qu'aujourd'hui on sait qu'on peut télétravailler alors que ça fait 20 ans qu'on peut télétravailler. Par exemple. Voilà, cherchez les avantages et bénéfices. Quoi qu'il vous arrive, vous stimulez votre cerveau à chercher les réponses positives à cette question. Ensuite, faites preuve de flexibilité. Vous savez, on parle de rebond. Le rebond qui nous permet effectivement de transformer l'échec en opportunité. Ce rebond, vous savez, vous avez une balle de ping-pong ou une balle de pétanque, vous la lâchez tous les deux à la même hauteur, elles ne rebondissent pas de la même façon. Nous avons une capacité extraordinaire à nous adapter dans de nombreuses situations, voire toutes les situations. Ça aussi, c'est le propre de l'être humain. On a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et faire preuve de flexibilité, c'est aller vers l'autre ou changer un comportement ou effectivement changer notre vision sur certains points. Et faire preuve de flexibilité, c'est aussi de se dire qu'on ne choisit pas non plus son physique. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur ? Non, faire preuve de flexibilité, on ne choisit pas son physique. Non non. Ah, bon. Bon, là, j'arrive à une partie de ma conf qui est plus compliquée, mais bon, je reviens. Allez, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le public, hein? Allez, c'est parti. Il se peut que vous voyez François Hollande maintenant. Vos rires sont insultants. Le truc de fou, c'est qu'un seul accessoire, et il y a tout qui change. Et donc, effectivement, et alors le truc de dingue avec le cerveau, c'est que même en enlevant mes lunettes, vous le voyez encore. Enfin, heureusement, on n'a pas la même énergie. Hein, Mais le truc de fou, c'est que pendant longtemps, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été un grand myope. J'ai porté des lunettes. Et à l'époque, j'avais la même coiffure que François Hollande. On est en 2012. Vous savez, en 2012, ce sont les élections présidentielles. Sarko-Hollande. On les voit tous les jours à la télévision. Et un jour, je fais mes courses et quelqu'un m'aborde au magasin et me dit « Hey, vous ne seriez pas François Hollande ?» Je dis « Mais il est con, lui, ou quoi ?»« Bah non, débile, dégage. » Et depuis ce jour-là, je n'ai plus pu sortir de chez moi sans qu'on me reconnaisse comme étant François Hollande, et moi, j'en pouvais plus. J'avais une crise existentielle. Je suis resté chez moi en espérant que ce soit le petit qui gagne. Il a perdu. Bon, je pouvais difficilement rester chez moi pendant 5 ans. Donc, faire preuve de flexibilité, c'est admettre que je lui ressemble et au lieu de m'en offusquer, ben, c'est plutôt de m'en amuser. Et j'ai commencé à sortir et à faire des selfies, à faire des faux autographes et à m'en amuser. J'ai été repéré par les médias, par la presse. Et donc, j'ai commencé à faire toutes les chaînes de télévision. J'ai été chez Hanouna, j'ai été chez Ruquier, j'ai été chez Christophe de Chavannes, chez Thérèse Thomas. Enfin, j'ai fait toutes les chaînes de télé pour faire le pitre François Hollande. Et un jour, je reçois un appel téléphonique. « Bonjour, monsieur. Vous ressemblez toujours à François Hollande ?» Il y en a des cons quand même au téléphone. Hein. Oui. Écoutez, je suis le premier assistant de monsieur Fabien Antoniente, vous savez, le réalisateur de Camping. Monsieur Fabien Antoniente va faire un film avec Franck Dubosc. Et dans le film, on a François Hollande. On aimerait que ce soit vous qui jouez le rôle. Ah bon? Dites, raconte un peu ton truc. Ben écoutez, qui c'est qui joue dedans? Ben écoutez, il y a Thierry Lhermitte, François-Xavier de Maison, Josiane Balasco, Franck Dubosc et plein d'autres. Waouh! Ok. Et ça se passe en Guadeloupe? Ah! Et pendant 2 semaines, oh! Et on vous paye? Ben voyons! J'accepte la mission. Je me retrouve en Guadeloupe et je me retrouve effectivement à assister à ce tournage. Et je ne suis pas figurant, je suis un acteur. Et ce qu'il faut savoir, que c'est dans le cinéma, les figurants et les acteurs ne se côtoient pas pour éviter effectivement les problèmes. Et moi, j'étais avec les acteurs, c'est-à-dire que tous les jours, on était dans les mêmes salles de maquillage, on s'habillait dans les mêmes salles de vestiaire, on dînait ensemble, on déjeunait ensemble, on faisait tout ensemble. Et donc, j'avais cette proximité-là avec les acteurs. Et donc là, vous me voyez avec Franck Dubosc, là, c'est François-Xavier de Maison, Fabien Antoniente. Là, les lunettes que vous venez de voir, ce sont les lunettes du film. Et donc là, c'est pendant le tournage. Là, lui, à droite, c'est moi. Je m'auto-dégoûte tout seul.
C'est quand je vois ça, moi-même je dis ah oui merde, là je peux pas. Bon, alors, bien entendu, il y a quand même 3/4 d'heure de maquillage et de coiffure. Hein. Voilà, ça à ma décharge. Et donc là, c'est moi, cette capture d'écran, je suis en train de regarder Josiane Balasco danser sur une pole dance. Donc ça, c'est moi dans le film avec ma Légion d'honneur, cravate de travers, etc. Tous les détails sont pas. Ah oui. Ça, c'est mon premier jour de tournage. Je suis arrivé la veille de la métropole. Mon instruction est simple. Demain matin, c'est le plateau à la piscine. Tu vas à la piscine et tu verras. Donc j'arrive là, un peu perdu, hein, j'ai jamais fait de cinéma. Et au loin, j'entends Fabien Antoniente crier « Ah, Michel, bienvenue !» Waouh. Je lui dis « Punaise, c'est cool le cinéma français. » Il vient vers moi, il me fait une accolade, il m'embrasse, il me souhaite la bienvenue. Je lui dis « Punaise, ça c'est du management positif, c'est cool, ça me donne envie de bosser avec eux. » Et donc le sourire fait vite place à un regard plutôt sévère. Il fait un pas en arrière, il me pointe du doigt, il me dit « Michel, ouais, t'es prêt à aller jusqu'où pour ce rôle ?» Alors moi, évidemment, j'avais eu des heures et des heures dans l'avion. Pour moi, ce qui était certain, c'est que j'avais conscience que j'allais vivre une expérience de fou. Je veux dire, un truc qui t'arrive pas dans ta vie de mortel. Je suis pas comédien, je suis pas acteur. Si ça se trouve, ce serait la dernière fois que je vais le faire. Mais ce qui était certain, c'est que j'allais le faire à fond. J'allais le faire à 300%. Et alors, ce que j'avais en tête a toute son importance sur la qualité de la réponse que je vais lui donner. Le dialogue intérieur, vous vous souvenez, le dialogue intérieur? Moi, dans ma tête, avant de lui répondre, quand il me demande jusqu'où je dois aller, j'avais Jean-Paul Belmondo en tête. Ça a toute son importance sur la qualité de la réponse que je vais lui donner. Moi, dans ma tête, en une fraction de seconde, je voyais Jean-Paul Belmondo sauter de rame en rame, sauter d'un hélicoptère, dévaler les escaliers. Et là, je me dis, avec assurance, je lui dis d'un voix haute, je dis, Fabien, tout ce que tu veux. Et si je dois faire une cascade, t'as même pas besoin de me doubler, je la fais moi-même. Et si je me casse un bras, je m'en fous, parce que le film, c'est pour la postérité, le bras, ça dure 6 semaines, je m'en fous. Fabien, tout ce que tu veux, j'ose. Il dit, écoute, ça tombe bien, tu vas faire des plats. Bon, on n'est pas sur le même... Et donc, dans le film, François Hollande participe à un concours de plats. Il fallait garder mes lunettes. L'instruction est simple, Michel, quand tu entends action, tu cours et tu fais le plus beau plat de ta vie. Comment? Ah non, non, pour moi, c'était pas le plus beau plat de ma vie. J'allais faire le plat du cinéma français. Ah non, mais ça a toute son importance sur la qualité du plat que j'allais faire. Le dialogue intérieur, les amis, c'est super important. Moi, j'allais faire le plat, non seulement du cinéma français, mais j'allais être repéré comme le plus grand platiste français. C'est-à-dire que même Hollywood allait me repérer et que j'allais faire les prochains Marvel. Un plat? Demande à Michel Poulat. Michael Poulard is the platist. Génial! Et donc, j'entends au loin. Silence! Moteur! Ça tourne! Action! Je m'élance. Je saute, pas. Bon, ça pique hein, quand même. Je sors la tête de l'eau, satisfait, grand sourire au visage. Sauf que j'avais oublié un petit détail, c'est qu'au cinéma, tout ne se fait pas avec une seule prise. Et j'entends Fabien dire « On l'a refait !» Et là, je fais « Hein? Pardon ? Ça pique ton truc. Donc je sors de l'eau, 4 personnes s'affairent autour de moi pour m'assécher, sécher très vite, et j'entends action, je ressaute une deuxième fois, une troisième fois. Au bout du 4e plat, Jean-Paul Belmondo m'avait quitté, il était plutôt au bar, hein, il était loin, Jean-Paul Belmondo m'avait lâché. Au bout du 8e plat, mon cerveau me dit ton truc, t'es débile, j'ai bien beau, mais il y a la limite du mental aussi. Au bout du 13e plat, je sors de l'eau et Fabien Antoniente dit bon, on arrête, on coupe, on peut plus rien faire, et il saigne de partout. J'avais fait tellement de plats que j'avais des échymoses partout, pour au final découvrir à la projection du film que la scène qu'ils ont retenue, c'était la première. Voilà, c'était la plus belle, parce que Jean-Paul Belmondo était avec moi. Donc, tout ceci pour vous dire que ce film, c'était all inclusive, vous l'avez peut-être déjà vu. Hein. Bon, les amis, entre nous, c'est une dôme monumentale, ce film. J'ai rarement vu une comédie aussi pénible que celle-là, mais vous savez quoi? Je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, pendant 2 semaines, j'ai vécu sur le rythme du silence, moteur, action. J'ai vécu tous les jours en côtoyant ces personnalités qu'on voit à la télévision, au cinéma. Je les ai vues, j'ai vu les vraies personnes derrière les acteurs. J'ai pu discuter avec François-Xavier de Maison, on a refait Le Monde ensemble le soir, avec Josiane Balasco, une femme extraordinaire. La femme derrière l'actrice est extraordinaire. Enfin, que le film soit bon ou mauvais, je m'en tape. J'ai vécu une expérience de dingue parce que j'ai fait preuve de flexibilité, parce que accidentellement, je ressemblais à quelqu'un d'autre. Ensuite, autre astuce, la gratitude. On ne dit pas assez merci quand on a une journée de merde. Faites l'effort intellectuel de choisir 3 à 4 raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour ce salon.
Merci pour le beau temps que nous avons encore aujourd'hui. Merci pour vos rires. Vous avez vu comme ça fait du bien? Disons merci plus souvent. Ça favorise l'optimisme. Et puis, vous l'avez compris, l'humour, on rit pas assez. On devrait rire plus souvent, on se prend trop souvent au sérieux, surtout dans les domaines professionnels. Ouais, tu comprends, là, on est pro, là, ok? On est pro. Et donc, parce que tu deviens pro, tu deviens con aussi sur les bords. Moi, quand j'étais cadre commercial, j'ai fidélisé ma clientèle parce que j'avais de l'humour, parce que je riais avec mes clients. Je blaguais avec mes clients. Ça ne faisait pas de moi un mauvais commercial, au contraire. J'étais dans le top 3 des meilleurs commerciaux pendant 20 ans. Parce que ça génère aussi de la confiance. Et puis le rire permet aussi de dédramatiser, ou en tout cas aussi de débloquer des situations complètement complexes. Ça fédère aussi les gens. Rions plus souvent. Ensuite, utilisons notre vocabulaire. On a une fâcheuse manie en France, c'est de parler en litote. Vous savez, cette figure de style qui veut qu'on dit tout en négatif. C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt pas mal. Je regardais Top Chef dernièrement et j'entendais « c'est pas inintéressant ». Et je voyais le candidat qui clignait l'œil « c'est bon, c'est pas bon ton truc Le cerveau a du mal avec la négation. Si je vous demande là maintenant de ne pas penser à un éléphant bleu, et je vous ai demandé de ne pas y penser. Pire, certains d'entre vous, probablement les routiers, ont vu la station de lavage. Ça dépend des référentiels. Le cerveau a du mal avec la négation. Donc disons, c'est bon, c'est bien, c'est beau, c'est délicieux, c'est brillant, tu es belle. Alors messieurs, quand vous dites tu es belle à une femme, jamais aujourd'hui derrière, sinon ça ne marche plus. Tu es belle, point. Ok ? Elle a du mal à tomber celle-là. Ok. Ensuite, relativisons. J'en peux plus d'entendre des phrases comme du style on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Non, alors nuance, on ne vit pas dans un monde qui va de plus en plus vite parce que le monde a toujours bougé. C'est toi qui bouges plus. Nuance. Non, mais c'est vrai, quand je parle à des gens qui me disent qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, c'est qu'ils sont largués. C'est en fait, ils sont sur le quai de gare en train de regarder le TGV passer à 380 km/h, 320 km/h, alors tu pourrais être dedans. Relativiser, c'est de se dire que si tu pèses 100 kg sur Terre, tu n'en pèses que 38 sur Mars. Non, tu n'es pas gros, tu es juste sur la mauvaise planète. C'est pas la même chose. Et puis, ce qui tue l'optimisme, c'est de se dire que c'était mieux avant. Non. Vous savez, quand vous dites « c'était mieux avant », le cerveau anticipe et lui, il pense « ce sera pire demain ». Ce sera pire demain. Non, c'était pas mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant ? On parle des jeunes, on dit que les jeunes sont des débiles, ils sont déconnectés, ils sont asociaux, on n'a plus de contact avec eux. Alors, juste relativisons. N'oublions pas que nous avons été, nous aussi, les cons de nos parents. Et qu'eux étaient les cons de leurs parents. Et qu'au fond, c'est le propre de l'humanité, c'est que nos enfants sont plus cons que nous. D'accord ? Et au final, on s'en sort très bien. Mais est-ce que les jeunes sont vraiment déconnectés ? Est-ce que nous, on a la mémoire courte, on était plus connectés avec les autres à notre époque ? Non, parce que le support était juste différent. C'est le support qui a changé. Mais on avait le nez dans le journal, on ne disait pas plus bonjour aux autres que maintenant. Par exemple, le syndrome Netflix, vous avez un beau plateau repas avec les olives, les chips, etc. Et vous avez passé plus de temps à choisir le film, il n'y a plus de chips, le film n'est pas encore commencé. Ah, mais à l'époque, on avait les vidéoclubs. On passait 2 heures à choisir sa vidéo. C'est le support qui a changé. Non, c'était pas mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant ? Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas mieux avant. Allez, une autre chance pour vous. Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Non, c'est pas sûr. Bon, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Ok ? C'est vrai. Alors, tout ceci pour vous dire qu'effectivement, l'optimisme nous permet de surmonter des épreuves épouvantables comme celui-ci. Mettez un mot, un nom, ce que vous voulez sur ce que vous venez de voir là aujourd'hui. L'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire qui m'a permis de sortir de ce problème que j'ai créé moi-même, mais j'ai juste changé mon regard sur ce problème. Et vous savez, l'optimisme, ce n'est pas être dans le déni. L'optimisme, ce n'est pas une baguette magique qui vous permet de tout réussir, c'est pas vrai. Mais face à cette cicatrice que nous avons ici, l'optimiste vous dira que cette cicatrice vous rappelle que vous êtes de valeureux guerriers, que vous avez remporté de nombreux combats. C'est ça l'optimisme. Et au fond, l'optimisme, c'est comme cet outil. Je l'ai avec moi depuis le début, mais je ne l'ai pas actionné. J'ai dit que l'optimisme, c'était aussi être dans l'action. Ce n'est pas juste être dans l'observation. Être dans l'action, c'est de se dire, OK, comment je peux transformer ce pépin en pépite ? Ouais, alors, je regarde ça, je me dis, OK, je vais agir et je choisis de ce même événement, je choisis une partie. Et l'autre partie, vous savez ce qu'on ne peut pas changer. Vous savez, les regrets. Je regrette, j'aurais voulu qu'on ne me dise pas, j'aurais voulu qu'on ne me fasse pas subir, j'aurais voulu qu'on ne me dise pas, j'aurais voulu qu'on ne me fasse pas, j'aurais voulu que... On ne peut pas changer.
Donc tout ça, vous le laissez au passé. Ce que j'ai gardé de cette même situation, c'est juste cette fameuse pépite qui me permet maintenant de chanter sous la pluie, la tête au sec. Qui aurait cru au départ que ce petit problème que j'allais enfler par mon regard allait pouvoir aujourd'hui me donner une capacité extraordinaire, une compétence extraordinaire qui me permet de chanter sous la pluie, la tête au sec. Alors les amis, vous l'avez compris. On vous dira peut-être que vous n'aurez que 10% de chances de réussir dans votre vie. On vous dira que vous êtes trop jeune ou trop vieux, que vous êtes trop noir ou trop blanc, que vous êtes trop frisé ou trop blond, que vous êtes trop cher ou pas assez ou trop en avance sur votre temps. Des portes se fermeront, c'est certain. Mais quand vous avez envie de continuer et que vous connaissez votre projet, vous voyez là-haut une petite fenêtre qui est ouverte, vous prenez l'échelle qui est sur le bord, vous placez l'échelle sur le mur, vous montez. Et c'est là que le miracle s'opère. Nous n'avions que 10% de chance d'avoir un enfant. Aujourd'hui, petit Louis a 7 ans et demi. Et s'il était là avec nous aujourd'hui, il vous aurait dit de ne jamais abandonner. Je vous remercie. Merci.